Aujourd'hui, effectivement, la plateforme a organisé une conférence sur le vieillissement avec le VIH. Là, on voit que tous les partenaires, en tout cas, en lien avec cette question, sont réunis. On aimerait, en tout cas, que d'autres sujets, parce que là, on a parlé des comorbidités, pour qu'on puisse aider les personnes avec le VIH à gérer, finalement, ces comorbidités, à gérer la santé globale. Parce qu'il n'y a pas que le VIH, il n'y a pas que les traitements. On voit que maintenant, effectivement, il y a d'autres pathologies qui sont liées au VIH. Et surtout avec l'âge qui se développe, ça serait bien en tout cas qu'il y ait une collaboration, on espère qu'il y en a, avec les différents acteurs des différentes pathologies et que peut-être une fois on pourrait arriver à réunir tous ces acteurs des associations et le milieu médical pour pouvoir débattre, y compris les patients. En ce sens, d'ailleurs, sachez qu'au niveau du pôle santé de l'ULB, nous créons, et c'est la 6e année cette année, on vient de faire la 6e année de séminaires de formation aux pratiques collaboratives, incluant le patient partenaire. Nous rassemblons 800 étudiants. Avec le vieillissement, les personnes doivent à un moment donné se poser la question d'une prise en charge dans une maison de repos ou par des services spécialisés qui viennent à la maison pour les soigner et les aider. Et on voit que ces professionnels de la santé ne sont pas malheureusement suffisamment informés par rapport à ce qu'est aujourd'hui vivre avec le VIH. Il y a eu des avancées très importantes et on sait aujourd'hui qu'une personne séropositive qui prend un traitement ne va plus transmettre le VIH. Et donc ces informations-là sont importantes d'être diffusées pour casser les situations de rejet, de discrimination, la peur liée à la séropositivité. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de mettre autour de la table des personnes qui sont confrontées à cette situation. On commence déjà à sensibiliser donc les gens déjà maintenant qui sont en formation, donc les infirmiers qui vont peut-être sortir dans les années à venir. On commence déjà à intégrer cet aspect de prise en charge des VIH déjà maintenant dans les écoles. C'est vraiment très intéressant. Et je trouve que voilà, ça permet à tout le monde d'être un peu plus à l'aise, d'avoir peut-être une approche beaucoup plus humaniste, plus sociale, et moins craintif, moins discriminant. Et donc je trouve vraiment très intéressant. Et si on peut maintenant instaurer ça dans toutes les écoles, ça serait vraiment, on va dire, l'objectif à poursuivre pour qu'on puisse intégrer vraiment ces personnes atteintes du VIH dans la société sans qu'ils soient discriminés, sans qu'ils se sentent mal à l'aise, sans qu'ils soient, on va dire, isolés en quelque sorte. Pour faire le lien avec la journée d'études d'aujourd'hui, nous avons travaillé sur la problématique de la prise en charge du vieillissement chez les migrants âgés. C'est-à-dire que comment s'est posée la question? En fait, la situation a été la même, c'est-à-dire que ces personnes sont restées dans l'invisibilité, on n'en a pas parlé, on attend que les choses se passent, alors qu'il y a des personnes qui sont concernées et qui finalement se disent rien se fait, et finalement, à un moment donné, nous avons été sollicités par des hôpitaux confrontés à des situations avec des migrants âgés, nous avons aussi été confrontés par des familles qui étaient dans un désarroi, puisqu'il faut connaître, si vous voulez, les trajectoires de ces personnes pour pouvoir répondre en fait à leurs besoins. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, à ce moment-là? On a d'abord mené des recherches d'action sur la région de Bruxelles, dans le secteur des maisons de repos et du secteur d'aide aux soins. Et de là, se sont révélés de nombreux besoins. Donc, pas uniquement des besoins au niveau, donc, je veux dire, des résidents, ou des futurs résidents, mais des besoins au niveau des professionnels de ce secteur-là, à savoir, ils ne savaient pas toujours très bien comment accompagner ces personnes, comment pouvoir les accueillir dans le respect, dans ces institutions. Mais surtout, le problème qui s'est posé, c'est qu'on nous disait, à une certaine époque, surtout aux alentours des années 2000, oui, mais ces personnes n'ont pas ces besoins, elles vont rentrer de toute façon chez elles, c'est de la première génération, elles ont leur famille qui vont s'en occuper, etc. Mais en fait, c'est aussi un peu tabou. Pour pouvoir gérer des conflits, il faut pouvoir développer un leadership collaboratif. Et tout cela, ça s'apprend. Et donc, c'est ce que nous apprenons, par exemple, dans nos séminaires de formation aux pratiques collaboratives incluant le patient partenaire. Et peut-être pour laisser la parole aux collègues rapidement, ce que nous faisons plus spécifiquement par rapport à la question qui nous occupe ici. Il se fait que par ailleurs, je suis sexologue clinicienne et je fais partie de la SSUB. Et que donc, dans l'équipe, on a réfléchi depuis plusieurs années à comment, dans la formation initiale des infirmiers chez nous, les sensibiliser déjà à la question de la sexualité. Parce que si on veut parler VIH
SIDA, il faut déjà qu'on s'interroge sur cette question-là. Et comme je le disais à des personnes tout à l'heure, la formation initiale des futurs agents de santé et du social fait très très souvent l'impasse sur cette question. On va parler de manger, dormir, aller à la toilette, se mobiliser, etc. Mais la sexualité, même si elle est dans les items, les dimensions de la personne, n'est pas du tout abordée, par exemple. Et donc, nous avons fait le choix, en première année soins infirmiers, dans notre haute école, de faire 2 activités, quelques heures de cours sur le concept d'intimité, sur le fait aussi de pouvoir se questionner sur ses propres représentations de la sexualité. C'est déjà une première étape, déconstruire des certitudes, des stéréotypes qu'on a, en avoir conscience aussi. Et 2, une activité qu'on fait avec SIDASOS, où les étudiants vont passer une demi-journée. C'est une activité obligatoire. Au début, elle était sur base volontaire, mais vous le savez comme moi, quand on fait des activités sur base volontaire, pour recruter, c'est difficile. Donc, tous les étudiants de première année en soins infirmiers, mais aussi les kinés, etc., de notre haute école participent à ces activités. Et on a des évaluations qui montrent qu'il y a vraiment un avant et un après sur les préconceptions du VIH-Sida. Mais nous, on a, je veux dire, une préoccupation. Ça ne nous intéresse pas de faire des journées annuelles et on vient, on parle et on sensibilise. Nous plaidons pour qu'il y ait une implémentation d'un certain nombre de connaissances dans le cursus des professionnels de santé. À savoir, ça doit être obligatoire. Bien entendu, nous avons un peu perturbé les choses parce que cela oblige les professionnels de santé à sortir de leur zone de confort. Alors moi, je me suis aussi inspirée, et notamment, je travaille avec un collègue sociologue, donc on est allé à l'université de Genève, et puis on avait été tout à fait séduits par la création d'un service qu'ils appelaient service de compétences transculturelles. Et donc on a été se former pour savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire les compétences transculturelles? Et donc nous avons aussi, nous-mêmes, nous sommes également formés, et nous avons donc développé des avis de recommandation à l'intention des institutions de santé dans le secteur pour dire qu'il est impératif que, d'une part, le contenu des formations soit revu, amélioré, ou en tous les cas qu'on tienne compte des évolutions sociologiques. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, on est venu avec, évidemment, bien entendu, autre chose qui bouscule, à savoir qu'il fallait aussi que les professionnels de santé, au-delà des connaissances cliniques qu'elles ont et scientifiques, il fallait d'autres connaissances beaucoup plus complexes qui portent sur les aptitudes professionnelles, sur des attitudes professionnelles à avoir que l'on appelle les compétences transculturelles. Ce sont des savoir-être. Donc ça, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Il y a du contenu scientifique qui a été élaboré par des médecins sur le sujet, et donc il y a des attitudes. Quelles sont les postures professionnelles à avoir quand on a face à soi une personne porteuse du VIH. Il y a des attitudes d'avoir, une façon de la regarder, une façon... Voilà, parce qu'on a tous des cadres de référence, et on a tous des préjugés, on a tous notre culture, notre éducation, et donc ça c'est ainsi. Et donc c'est un exercice, et c'est un véritable travail de remettre en question ces pratiques professionnelles, et puis un peu de se mettre un petit peu à la place de l'autre, essayer de comprendre, et donc il y a des techniques professionnelles, il y a des aptitudes qui s'apprennent. On pourra peut-être réfléchir ensemble, effectivement, de partir de cette expérience-là, voir comment on pourrait travailler pour l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. On sait déjà qu'il y a déjà eu des problèmes dans certaines maisons de repos. Malheureusement, elles ne sont pas là, ni l'une ni l'autre, donc je voulais juste rappeler ça, et que donc ils ont eu ce réflexe d'appeler directement une association de lutte contre le sida. Parce que nous avons dû nous-mêmes mettre en place au sein de notre institution un groupe de travail qui rassemble des médecins, des kinésithérapeutes, des infirmiers. D'ailleurs, Madame Martine Lalou, à un moment donné, a fait partie de notre groupe de travail. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a utilisé aussi une méthode qui consiste à partir, évidemment, des réalités des professionnels, parce que, bon, nous, on n'est pas médecin, moi, je ne suis pas infirmière, etc., moi, je suis juriste. Donc, on est parti, donc, voilà, des besoins des professionnels pour essayer de voir comment accompagner, et donc, c'est vraiment un travail interdisciplinaire qui a permis, en tous les cas, de déboucher sur une recommandation qui a été relayée par les ministres de l'Enseignement, etc., etc. Donc, je crois que c'est à nous, aux associations aussi, de continuer la lutte pour que la discrimination diminue.
question que j'ai posée, c'était par rapport à l'échantillonnage, parce que dans son échantillonnage, il y avait peu de femmes, il y avait pas peu de migrants, alors que nous, dans notre travail, on rencontre beaucoup de personnes migrantes, dont les femmes, et qui ont quand même des soucis, parce que c'est des personnes aussi qui ont été contaminées depuis longtemps, qui ne s'attendaient pas à vivre longtemps, mais également qui ont toujours eu peur de contaminer, parce que c'est tout récemment qu'on parle de I égale I, de charge virale indétectable. On en a parlé beaucoup plus pour les couples sérodiscordants, mais c'est des femmes, par exemple, il y en a qui ont été veuves depuis très longtemps et qui à un moment avaient peur, ont gardé cette peur de pouvoir contaminer et qui sont restées seules. En tout cas au niveau affectif, au niveau sexuel, qui sont vraiment très isolées, parce que après tant d'années, ils ont peut-être du mal aussi à pouvoir se remettre avec quelqu'un. Il y a eu des avancées très importantes et on sait aujourd'hui qu'une personne séropositive qui prend un traitement ne va plus transmettre le VIH. Et donc ces informations-là sont importantes d'être diffusées pour casser les situations de rejet, de discrimination, la peur liée à la séropositivité. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était de mettre autour de la table des personnes qui sont confrontées à cette situation. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on avance. Nous, on avance parce que nous sommes dans les domaines, mais ceux qui ne s'y connaissent pas encore, on a encore un peu, on va dire... Voilà, on n'est pas encore très à l'aise sur la prise en charge, quoi. Donc je trouve vraiment ça très intéressant et en tout cas, je compte vraiment appliquer ce genre d'approche aussi dans ma future carrière, c'est-à-dire une approche un peu plus où je sensibilise plus mon entourage, ceux qui ne s'y connaissent pas, à vraiment leur faire comprendre que c'est une pathologie aujourd'hui qu'on traite, qu'on soigne et qu'elle n'est pas différente des autres pathologies comme les cancers, comme les autres, et qu'aujourd'hui, ça peut s'aborder tout naturellement, sans juger ou sans discriminer, quoi. C'est vraiment une journée très intéressante pour ma part. Tout à l'heure, on a parlé du principe JIPA et on ne peut rien faire sans que les patients soient impliqués. Voilà, et ça pourra les aider à leur donner une information correcte, à les aider aussi. Là, il y a un intervenant qui a parlé de bien vieillir avec le VIH. Ce serait en tout cas un moyen de les aider à bien vieillir avec le VIH. Attends, on va